De concession en concession, David Cameron a brandi l'idée d'un référendum s'il était réélu en 2015. Tout s'est enchaîné comme dans le pire des cauchemars. Avec le résultat au soir du 23 juin, David Cameron restera dans les mémoires comme celui qui a joué à la roulette russe avec l'histoire. Boris Johnson a, lui, un côté fou du roi, prêt à tout pour prendre le pouvoir, lui qui fut journaliste au très conservateur Daily Telegraph, où il brodait des vérités sur l'Europe d'ailleurs, il l'a plus ou moins avoué, comme correspondant à Bruxelles, avant d'être élu à 2 reprises, vous le savez, maire de Londres. Puis il y a Nigel Farage, qui réussit à être député européen et europhobe. Nigel Farage, qui est d'un maître en oxymore, un tribun redoutable qui place l'Europe au centre des débats en Grande-Bretagne. À travers notamment la question de l'immigration des travailleurs d'Europe centrale et orientale. Vous le savez, l'afflux de 1 million de travailleurs polonais à partir de 2004 a donné un certain poids à ses diatribes et à celles de son parti souverainiste UKIP contre le libre mouvement des personnes. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, tweet qu'il est triste pour le Royaume-Uni. Triste aussi Frank-Walter Steinmeier, le ministre allemand des Affaires étrangères, qui estime donc que c'est, je cite, un jour triste pour l'Europe et la Grande-Bretagne sur son compte Twitter. Martin Schulz, le président du Parlement européen, lui est plus directif. Il vient rapidement déclarer quelque chose à la télévision. Martin Schulz, il est un membre émérite de la social-démocratie allemande et il annonce qu'il va s'entretenir avec la chancelière Angela Merkel pour éviter une réaction en chaîne. La réaction en chaîne, je cite, que les eurosceptiques célèbrent maintenant un peu partout, n'aura absolument pas lieu. Volontaire donc. C'est ce qu'en pense aussi Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol, qui déclare que l'Union européenne doit être réformée, mais qu'elle survivra au Brexit, en précisant, à qui veut l'entendre, que l'Espagne est prête à supporter tout choc économique consécutif au Brexit. Déterminé aussi, Donald Tusk, président du Conseil européen, qui déclare en calmant le jeu, l'Union européenne est déterminée à garder son unité à 27 après la décision historique du Royaume-Uni de sortir du bloc européen. Make no mistake, comme dirait l'autre, il s'agit d'un moment historique, mais assurément, ce n'est pas un moment pour des réactions hystériques. Fin de citation. C'est finalement Witold Waszczykowski, le ministre polonais des Affaires étrangères, qui est le plus lucide. C'est un grand dilemme pour les eurocrates, déclare-t-il. Nous voulons tous conserver l'Union européenne, la question est de savoir sous quelle forme nous allons essayer de mettre à profit cette situation pour faire comprendre aux dirigeants politiques européens ce qui est arrivé. C'est arrivé parce que ce concept, qui a été créé il y a un certain temps, n'est plus populaire en Europe. Bon, on va le dire tout simplement, l'heure du plan B a sonné. Au Danemark, l'histoire est en marche sans qu'on sache exactement dans quel sens. Historique, c'est un mot qui revient souvent dans les journaux danois. Pour le journal Politiken, le vote des Anglais marque une crise historique donc de l'Union européenne qui ne va pas perdre seulement une puissance économique et militaire, mais risque de voir sa position globale affaiblie. Il va falloir trouver donc l'issue d'urgence. Renversement total de perspective, on s'y perd un peu au passage. Le site internet du quotidien Österreich s'inquiète de la facture du Brexit pour les Autrichiens. Je cite, si les Britanniques cessent de contribuer à l'Europe, cela va augmenter la participation des autres pays. Selon les estimations, nous, Autrichiens, devrions payer 150 millions d'euros de plus chaque année. Le journal semble ne pas envisager que le budget de l'Union européenne pourrait tout simplement être réduit de la part britannique. Avec le Brexit, c'est l'Europe des murs qui ressurgit et qui fait peur, et à tout le monde. Rappelez-vous comment le Jobbik d'extrême droite en Hongrie a opéré un revirement spectaculaire au printemps dernier sur cette question. Viktor Orban, Premier ministre conservateur et très eurocritique, a pris position contre le Brexit les jours précédant le référendum de façon étonnante en diffusant ce message dans les journaux britanniques. La décision vous appartient, mais j'aimerais que vous sachiez que la Hongrie est fière de se compter avec vous comme membre de l'Union européenne. Bref, la rupture avec l'Europe ressemble à l'Europe d'avant, coupable quand même d'être un peu opaque, voire complètement floue. C'est bien ce qu'en pense le quotidien de centre-gauche El País, qui prend acte de la décision britannique et souligne le défi posé à l'Europe. Le référendum britannique force l'Union européenne à entreprendre un changement de cap, oui, ça c'est clair. Sans oublier que Bruxelles affronte aussi une négociation difficile avec Londres. Et ça, on ne peut que le souligner. Si l'article 50 du traité de Lisbonne prévoit bien le retrait d'un État membre, le processus est très incertain, souligne le quotidien madrilène. Incertitude aujourd'hui contagieuse qui touche aussi l'équipe de Theresa May, actuelle Premier ministre, surtout globalement sur la question du Brexit. Un Brexit qui ne sera pas, selon la Première ministre de la Grande-Bretagne, autre chose qu'un accord sur mesure. Il ne pourrait pas en être autrement, certainement pas donc une solution standard, mais un accord sur mesure. Il est complexe à monter cet accord sur mesure et à étudier.
puisque globalement, il regroupe deux processus. Le Brexit, c'est à la fois la séparation du reste de l'Union européenne, bien sûr, mais c'est aussi l'édification des nouvelles relations. Et rien que sur la rupture, il y a très peu d'éléments discernables à ce stade, étant donné que la démarche n'est même pas enclenchée. Bref, un énorme flou artistique. Plusieurs médias estiment même que Londres voudrait attendre les résultats de l'élection présidentielle française en mai 2017 et même les élections allemandes prévues le 22 octobre 2017 pour avancer les pions de la négociation sans savoir vraiment quand même où ceux-ci doivent aller. La bonne nouvelle désormais, complètement à l'envers de ce qu'on espérait, c'est que les Brexiteurs, bien sûr les populations favorables au Brexit, commencent à s'impatienter et pourraient bien chercher à faciliter le processus. Oublié et de loin l'assassinat de la députée Jo Cox, dont on a pensé qu'il rétablirait la raison à une campagne qui s'égarait en contagion émotionnelle. Bienvenue incontestablement dans l'ère de la post-vérité, une formule qui décrit encore une fois la dangereuse tendance des démocraties occidentales à ne plus croire aux faits dans le débat politique, mais aux mensonges assénés avec assurance. Pourquoi pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La post-vérité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argument de la campagne pro-Brexit qui affirmait que le Royaume-Uni versait à l'Europe 350 millions de livres sterling par semaine et que cet argent, en cas de Brexit, pourrait être rendu au service de santé. C'est bien sûr faux, aussi bien le chiffre net des transferts à Bruxelles que la promesse de redistribution au niveau, bien sûr, du système de santé. Mais placardé sur les bus à impérial du Royaume, l'argument a fait mouche. C'est ce que rappelle en tout cas Pierre Aski dans le Nouvel Observateur. Une drôle de période, donc anti-système, où la montée de la mentalité post-vérité de certains réseaux sociaux marque la défiance d'une partie de l'électorat vis-à-vis des élites politiques et médiatiques. On ne vote pas pour le Brexit ou pour Trump parce qu'ils disent la vérité, mais parce qu'ils incarnent à tort ou à raison un refus du système. Un système Europe que pour sa part le Royaume-Uni a toujours refusé. La fameuse phrase de Margaret Thatcher « I want my money back » prononcée en 1979, seulement 6 ans après l'adhésion du pays à la communauté européenne, n'est pas devenue proverbiale pour rien. C'est sous son impulsion que le Royaume-Uni négociera des exceptions à la chaîne. Par réflexe souverainiste, le pays n'intégrera évidemment jamais l'euro. Il refusera aussi de signer les accords de Schengen parce qu'il tient à ses propres contrôles aux frontières. Bref, le Royaume-Uni était sortant dès le départ.